Sébastien Monfoy, bonjour. Bonjour. Bienvenue au salon e-marketing et stratégie client. Merci. Vous êtes le fondateur et directeur général des Navigoteurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette aventure Les Navigoteurs, non spatiale? Les Navigoteurs, ça a commencé il y a 5-6 ans, autour de l'idée que, au fond, Internet, et notamment la façon d'appréhender Internet par les organisations, était très orientée technique, design, et les problématiques Internet était plutôt appréhendé sous l'angle quel type d'outils est-ce que je dois utiliser, comment est-ce que je dois dérouler, comment est-ce que je fais mon projet, etc. Et un peu au détriment de l'image de marque. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des formes de projets standardisés de marque en marque et des expériences standardisées. Et notre approche, elle est plutôt dans la volonté de retraduire la qualité, l'identité de chaque marque au travers du digital, au travers des différentes plateformes, que ce soit des sites internet, des newsletters, des réseaux sociaux, etc. De façon pertinente et de façon à créer, à participer à la création de la brand equity. Et donc on a décidé de créer une agence digitale qui est presque une agence post-digitale, et pour reprendre en fait, pour remettre au centre à la fois l'utilisateur et le dialogue qu'il peut engager avec la marque. Il y a du chantier. Il y a du chantier. Et l'angle qu'on a pris, c'est que évidemment il y avait déjà des agences digitales qui existaient, des agences éditoriales, plutôt dans le print. Et donc on s'est spécialisé sur deux choses à l'origine qui sont à la fois la création de contenus digitaux, donc texte, mais aussi vidéo, images, etc. Et dans un environnement multilingue. D'accord. Justement, alors c'est ça vos gros points différenciants sur ce marché, comme vous l'avez dit, il y en a déjà plusieurs autres agences digitales, mais c'est ça le vrai la vraie différence. Voilà, ça c'était le positionnement d'origine. D'accord. Donc, c'était très création de contenu et multilingue et digitaux. Donc plein de plateformes, plein de formats et la capacité à quelque part délivrer une multitude de formats de contenu différents dans des langues différentes de façon assez rapide. C'était une vraie promesse pour des grandes organisations puisqu'elles avaient souvent des problématiques de localisation, d'interaction avec les filiales et donc quelque part un certain délai dans le delivery de leur message. Aujourd'hui, on a en fait une troisième particularité, c'est qu'on travaille avec un réseau de 250 freelances qu'on connaît très bien et qu'on fait travailler en fonction des problématiques de nos clients. Et on a une vraie capacité à aller trouver la bonne compétence pour traiter d'un sujet. Donc on a un client il n'y a pas longtemps qui nous a demandé de trouver un expert polonais de la planche à voile et on en a trouvé 2. On les a trouvés en 10 jours et on a produit tous les contenus qu'il y avait à produire autour de ce thème assez vite. D'accord. Vous avez d'autres, justement, c'est intéressant, d'autres exemples de demandes clients. C'est très particulier. C'est très particulier. Non, mais j'aime bien le donner parce que c'est vrai que vous ne connaissez pas de spécialistes. Ouais, voilà, exactement. Non, ensuite, en fait, on n'a pas de spécialisation sectorielle. Donc on travaille aussi bien dans la banque, dans l'assurance, dans la mode, dans l'alimentaire. Ce qui fait que souvent on a la question de mais est-ce que vous connaissez vraiment mon secteur ? Et notre réponse, elle est simplement de dire on va trouver les freelances ou les auteurs ou les talents qui connaissent eux ce secteur. Et en revanche, on va plutôt vous aider à faire le lien justement entre cette connaissance que peut avoir un talent et les objectifs business ou du projet ou de la marque pour que ce soit pertinent. D'accord. Un autre cas client Alors un autre cas client autour de cette ultra spécialisation, on a un client qui est un expert comptable spécialisé dans le cinéma. Et donc pareil, on a pu trouver un certain nombre de talents qui savaient quelles étaient les problématiques spécifiques au cinéma, comment est-ce qu'on fait de la comptabilité, dans quel cadre est-ce qu'on a besoin de recourir à un expert comptable ou non. Du coup, vous révélez extrêmement expert sur chacune des demandes, très pointu. Voilà, exactement. Et c'est évidemment pas la même personne qui a travaillé sur la planche à voile en Pologne. D'accord. Quels sont les grands projets des Navigoteurs sur les 12 mois à venir ? Alors, les grands projets des Navigoteurs, le premier c'est fort de cette expertise en fait à matcher des compétences. On est un peu comme un Tinder entre des talents et des besoins de clients. En fait, on a développé une nouvelle agence qui s'appelle Soyuz Digital, qui étend en fait cette capacité de matchmaking entre des compétences et des besoins clients a beaucoup plus de compétences que juste la partie éditoriale. Donc on y inclut aussi le design, mais aussi la stratégie, mais aussi l'emailing, toutes ces compétences-là dont on a besoin pour mener à bien un projet. Si vous allez voir le portail des métiers de l'Internet qui est proposé par le gouvernement, vous avez une répartition des métiers du digital et il y a 200 métiers différents. Ça c'est très bien. Il y a très peu d'agences qui ont 200 personnes. Et notre volonté, c'est plutôt de dire, de toute façon, on n'aura jamais toutes ces compétences-là.
Si on les croise en plus avec des spécificités thématiques ou des spécificités sectorielles, on n'aura jamais l'ensemble des personnes au sein d'une même agence. Donc on est parti de ce constat-là en disant ok, créons une agence qui va mettre en musique en fait ces différentes compétences où elles sont. C'est quoi les enjeux de créer du contenu justement? Si ces sociétés font appel à vous pour créer du contenu, parce qu'il y a un enjeu très SEO, Oui, mais pas forcément très customer oriented. exactement. Quelle est justement votre vision là-dessus Ouais. Nous, on s'est créé juste avant que Google Panda et Pingouin démarrent, à un moment où Google a été vraiment spammé par un certain nombre de résultats assez pourris. Et on s'est dit que Google ne pouvait pas, quelque part, continuer à avoir cette proposition de valeur négative. Et donc, nécessairement, il allait falloir augmenter un peu le niveau de la qualité des contenus. Et ça, comment est-ce qu'on fait ça? C'est simplement en essayant de s'adresser à des utilisateurs, à des clients, à des prospects, plutôt que juste à un moteur de recherche. Donc l'optimisation SEO, oui, bien sûr, c'est très important parce qu'on sait très bien que 100 visites permettent... Il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Et donc on les intègre quelque part dans notre processus. Et c'est en ça que je dis qu'on est aussi post-digital, ça fait partie du paysage. Donc on sait faire. En revanche, ce qui est important, c'est de créer le petit piment, la petite graine d'émotion qui va faire en sorte qu'on va, en plus de l'efficacité SEO, générer une préférence et un attachement à la marque. Alors justement, c'est bien pour rebondir sur la question qui est liée à justement comment on fait converger des objectifs très chiffrés, très business, très quantitatifs, avec une volonté d'avoir une identité de marque, un attachement à la marque et donc une fidélisation, parce qu'on sait que c'est quand même très lié, qui en soi, on le sait, fidéliser ça coûte moins cher qu'acquérir, etc. Mais comment on fait pour faire converger et faire comprendre aux directeurs marketing, aux directeurs généraux qu'il y a des enjeux dans ce secteur-là et que le contenu a de la valeur, long terme peut-être, mais de la valeur très profonde pour le client. Alors la première chose, c'est souvent une question qu'on nous pose, c'est effectivement de ne pas considérer toute la dépense liée au contenu comme une dépense. Qu'à la différence de l'achat média, où là vraiment je vais dépenser de l'argent, et l'achat média c'est très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais c'est une dépense, alors que le contenu c'est vraiment un investissement. Et c'est un investissement qui en plus a une forme de rentabilité, pas forcément chiffrable immédiatement, mais qu'on peut quantifier de façon assez qualitative. Si vous êtes une PME et que vous créez votre identité de marque et que vous la déclinez de façon pertinente en expliquant tout le monde en interne qui vous êtes, où vous voulez aller, vous créez de l'engagement en interne. Si vous faites la même chose sur les réseaux sociaux, vous créez de l'engagement avec vos partenaires. Si vous faites sur votre site internet, vous allez commencer à créer de l'engagement. Évidemment, vous ne le faites pas de la même manière, mais c'est déjà une sorte de ROI. Ça, c'est une première problématique qui est assez précise. Concernant les grands groupes, la proposition de valeur, là, elle est très simple. C'est-à-dire que le fait de pouvoir démultiplier rapidement sur différents marchés un même discours de façon rapide, oui, ça a de la valeur. Et quelque part, je n'ai pas besoin de me comparer finalement à ce que font, à ce qui est fait en termes d'achat média. Mais c'est vrai que cette question, elle est compliquée parce qu'on a été habitué avec Internet à vraiment se dire j'investis 100 € et ça me rapporte tant immédiatement. Et la question, c'est j'investis 100 €, je vais avoir des gens qui vont venir sur mon site et parmi ces personnes, il y en a 1% qui va acheter. Et ça, c'est très bien et je sais le mesurer, je sais combien ils vont me rapporter. Je sais comment les fidéliser ensuite, etc. Nous, notre problématique, elle est plutôt autour des 99% qui ne viennent pas acheter. Il y a un petit peu plus de relationnel Beaucoup plus de relationnel, beaucoup plus de projection dans le futur, mais quand même avec des implications court terme. C'est-à-dire que la démarche, simplement si on sait de quoi on va parler, ça permet aussi de mieux acheter ses mots-clés, ça permet aussi de mieux acheter son média, etc. Sébastien Monnefoy, merci beaucoup. Je vous en prie. Très bon après-midi. Merci beaucoup.